du 19e sommet des chefs d'État de l'Union africaine ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie. Le Premier ministre ivoirien Jeannot Ahoussou-Kouadio a présenté ce lundi devant le Parlement la politique générale de la Côte d'Ivoire pour les prochaines années. Voilà pour les grands titres. Bonsoir et merci de suivre Afrique Média. Dernier jour du 19e sommet des chefs d'État de l'Union africaine ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie. Outre l'élection de la présidente de la commission, Dlamini Zuma, les questions de développement et de la crise en Afrique ont été également abordées lors de ce sommet. Suivant le reportage. Les assises du 19e sommet des chefs d'État de l'Union africaine se sont tenues dans un contexte de crise. Crise économique internationale et crise militaire sur trois principaux foyers de tension. Le Soudan, la République démocratique du Congo et le Mali. Le développement du continent, nous le savons, passe nécessairement par la paix. L'urgence à ce 19e sommet a été la paix et la sécurité. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, l'Union africaine s'engage à intervenir au Sud Kivu pour y restaurer la paix. Au Mali, la libération du Nord et la lutte contre le terrorisme dans cette zone du continent constituent un objectif pour l'UA. La transition rame et le Nord est occupé. Pour l'Union africaine, il faut dissoudre la junte à l'origine du coup de force et accélérer la transition. Quant à l'occupation du Nord, l'organisation panafricaine fait appel à une force coalisée. Nations Unies, Union africaine et CEDEAO. La crise soudanaise enregistre une évolution positive. Les présidents Salva Kiir et Omar el-Béchir ont renoué le dialogue. Dialogue interrompu depuis plusieurs mois. L'Union africaine encourage la Somalie dans ses efforts de paix. Concernant le thème du sommet, le commerce intra-africain, les leaders du continent décident de l'intensification du commerce entre les États pour favoriser l'intégration et minimiser les importations à partir des pays non africains. L'accent est mis sur l'agriculture. La mise en application des recommandations de l'Union africaine dans ce secteur de nos économies est primordiale. Le management du dossier est désormais confié à Dlamini Zuma, la nouvelle présidente de la Commission de l'Union africaine. Elle remplace à ce poste le docteur Jean Ping. Jean Ping qui a annoncé l'ouverture en septembre prochain de la première université africaine. Elle pourrait accueillir la première promotion d'étudiants africains pour une formation d'élite. Présentation ce lundi devant les députés de l'Assemblée nationale ivoirienne, la politique générale de la Côte d'Ivoire pour les prochaines années. À l'issue de cette réunion, le Premier ministre ivoirien Jeannot Ahoussou-Kouadio a exposé sur les sujets relatifs à la relance économique, à la sécurité, à l'emploi et à la santé. Le point avec la RTI. Exécutif ivoirien devant le Parlement, cela ne s'est pas fait en Côte d'Ivoire depuis le début de la crise socio-politique qu'a connue le pays en 2002. Plus qu'un exercice de démocratie, cette rencontre, première du genre depuis 10 ans, vient saluer le repositionnement à leur juste place des institutions de la République. Dans une démocratie en construction comme la nôtre, il revient à l'Assemblée nationale, élue au suffrage universel direct, de s'affirmer comme le lieu où se déroule la confrontation pacifique des idées et des projets. L'espace où se poursuit le dialogue nécessaire entre majorité et opposition et l'endroit où se forge la légitimité de l'action gouvernementale. Dressant l'état des lieux dans le pays, le chef du gouvernement, Ahoussou-Kouadio Jeannot, a indiqué que la Côte d'Ivoire est en nette progression vers la normalisation complète de ses situations sociopolitiques, économiques et sécuritaires. Mieux, grâce à la mise en œuvre d'un ensemble de réformes, la quasi-totalité des indicateurs aujourd'hui connaissent une inversion de tendance favorable. Sur le plan sécuritaire, une amélioration progressive est enregistrée depuis le mois de mai 2011. Sur le plan économique, l'activité a progressivement repris. Concernant l'humanitaire, des efforts ont été déployés pour le retour des réfugiés. Par ailleurs, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation
attelle à la consolidation de la cohésion sociale. Toutefois, se tiennent encore des défis, notamment portant sur la reconstruction de l'armée, la consolidation de la paix et de la sécurité, la redynamisation de l'économie nationale, la réhabilitation des infrastructures de l'État et surtout de l'école. La question de l'emploi aussi, en vue d'une réduction significative du chômage, est à l'ordre du jour. Le gouvernement entend se donner les moyens de décourager les auteurs de coups de force en approfondissant les notions de démocratie. Dans tous les secteurs d'activité du pays, des réformes et impulsions sont engagées, a précisé Ahoussou Kouadio Jano, sur la période 2012-2015. Outre les ressources budgétaires de l'État, ce sont près de 413 milliards de francs CFA qui seront mobilisés pour le financement de projets. Autre engagement du gouvernement présenté au Parlement, accroître l'offre de l'électricité avec la création de nouvelles centrales. Le Premier ministre a indiqué la volonté du gouvernement de réviser le code minier tout en renforçant la production minière en Côte d'Ivoire. Le gouvernement veut entreprendre plusieurs actions en faveur de la population avec la création notamment de 250 000 emplois et la création de 50 000 logements chaque année. La mise en œuvre d'un programme national de riz avec la mécanisation de l'agriculture fait également partie des priorités du gouvernement ivoirien. Ahoussou Kouadio Jano a annoncé que des mesures seraient prises pour résoudre par ailleurs les conflits fonciers ruraux et urbains et restructurer les quartiers précaires. Plusieurs lois devraient bientôt aussi être présentées devant le Parlement pour validation, notamment celle portant sur l'enrichissement illicite et les violences faites aux femmes. Dans le domaine de la diplomatie, le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, est très attendu cette semaine en Turquie, une visite qui rentre dans le cadre de la consolidation de la coopération des deux pays, mais aussi de la mise en pratique du plan de diversification économique lancé par le chef d'État du Gabon. Le reportage. 2008 va rester une année historique. Le Gabon et la Turquie mettent en place un cadre de coopération militaire. Ali Bongo Ondimba, alors ministre de la Défense nationale, en avait fait un des objectifs majeurs de son département. La formation, le renforcement des capacités opérationnelles, le recyclage et le suivi des unités de défense gabonaises par l'armée turque, les échanges de renseignements pour une action efficace, bref, la mise en place de cette coopération, notée comme un des rares exemples en la matière entre l'Afrique francophone et la Turquie, a évolué aujourd'hui vers une coopération multiforme. Les présidents turcs et gabonais sont volontaires pour consolider cette relation. La visite officielle l'année passée du président turc à Libreville en est l'exemple. La Turquie adhère et encourage le nouveau modèle de développement en marche au Gabon. Elle confirme aussi sa participation à la mise en pratique de cette vision. Nous avons également une importante délégation d'hommes d'affaires et d'investisseurs qui accompagnent cette visite, qui sont dans ma délégation. Et je suis certain et persuadé qu'ils vont investir également dans votre pays. Et grâce à cela, nous allons pouvoir constituer un partenariat gagnant-gagnant qui va dans le sens des intérêts mutuels. Et nous avons en tout cas une très forte volonté politique pour réaliser cela. C'est de cela que nous sommes entretenus avec mon ami et frère, le président de la République. L'expérience qui a été la sienne, pour moi, et pour les Gabonais, je pense, est très instructive de la voie sur laquelle on doit se mettre pour aller vers l'émergence. Et il est bon de partager des expériences avec ceux qui sont déjà passés par ce chemin-là. La dynamisation de la coopération Gabon-Turquie se situe dans la vision de diversification des partenaires économiques du programme d'action du chef de l'État gabonais. La tenue récente à Libreville du Forum économique New York Africa réaffirme cette vision. Et pour le chef de l'État, le renforcement de cette politique de diversification économique doit être basé sur un socle juridique, gage de sa pérennité dans le temps, au service du développement du Gabon. Parlons à présent de la coopération Algéro-France. Arrivé lundi à Alger, le ministre français des Affaires étrangères, Fabius Laurent, et son homologue algérien Mohamed Essi ont animé une conférence de presse dont les principaux sujets étaient axés sur le renforcement des relations bilatérales et la crise malienne. Le point avec Canal Algérie. Les relations algéro-françaises sont fixes, c'est ce qui ressort des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères Mourad Medelsi et son homologue français Laurent Fabius. Des entretiens qui ont permis aux deux parties d'aborder les questions d'intérêt commun entre Alger et Paris. La visite de M. Laurent Fabius est une visite extrêmement importante.
Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir pu, avec lui, non seulement évaluer la relation, mais aussi procéder à la préparation de façon méthodique d'une visite d'État qui est prévue avant la fin de cette année par Monsieur le Président Hollande. Et nous avons décidé pour les besoins de cette visite et également pour les besoins de l'émergence réelle d'un partenariat d'exception que nous appelons de nos voeux depuis longtemps, de regarder les questions politiques, les questions économiques, les questions de dimension humaine, les questions de coopération militaire et sécuritaire dans le détail. La situation sécuritaire au Mali et au Sahel et le conflit syrien ont été également au menu des entretiens. Lors d'une conférence de presse, les deux ministres ont affiché une convergence de points de vue sur ces dossiers brûlants. Mais la priorité, selon Laurent Fabius, est de donner un nouvel élan aux relations algéro-françaises. C'est une visite qui a lieu dans un contexte doublement particulier, puisque d'une part, l'Algérie célèbre les 50 ans de son indépendance et d'autre part, comme vous l'avez très bien souligné, la France vient d'élire un nouveau président de la République et de se choisir un nouveau gouvernement. Et à partir de là, sur la base de l'objectivité, de la proximité et de l'amitié, nous considérons que tout est réuni pour ce nouvel élan qui est nécessaire entre l'Algérie et la France. Lorsque je dis lancer un nouvel élan, passer à un nouvel stade, partenariat d'exception, ce ne sont pas des mots en l'air, ce sont des volontés concrètes qui existent à la fois du côté algérien et du côté français. Une volonté qui passe par la relance des dossiers constitutifs de la relation bilatérale que les deux pays se sont engagés à inscrire dans le cadre de la construction d'un partenariat d'exception dont le principe a été confirmé par les deux présidents, Abdelaziz Bouteflika et François Hollande. Au nom du chef d'État du Cameroun, chef des armées, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Edgar Alain Mebengo a présidé lundi à Douala, dans la pure tradition militaire, à la cérémonie d'installation du nouveau responsable de la gendarmerie nationale dans la région du littoral, le colonel Amougou Abesolo, et le nouveau commandant de la deuxième région de la gendarmerie, le colonel Robert Pilo Aboubakar Sidik, pour le reportage. Voici les deux hommes qui ont la responsabilité de la gendarmerie nationale dans la région du littoral, l'une des régions les plus peuplées du Cameroun. Le colonel Amougou Abesolo, 53 ans, il a été installé à la tête de la Légion. Quant au colonel Robert Pilo, il est le nouveau commandant de la deuxième région de gendarmerie. Les deux hommes ont été nommés à ces postes par un décret du chef des armées, chef de l'État. Ils arrivent à la tête d'une région dont les populations attendent énormément sur le plan sécuritaire. Douala est une très grande ville cosmopolite qui a absolument besoin de sécurité. L'état de Douala soit en sécurité. Du braquage, beaucoup d'autres choses, les désordres, le chômage aussi. Comme une réponse immédiate du haut commandement à ces attentes, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense n'est pas passé par 4 chemins pour donner des instructions fermes à ces nouveaux responsables dont le travail sera évalué à tir assuré. Une vigilance de plus en plus devra être observée sur nos eaux territoriales où s'exercent des trafics de toutes sortes et autres activités illicites et interlopes dont les conséquences sont dommageables sur l'économie et sur la sécurité nationale. Cette cérémonie d'installation a également eu les allures d'une fête populaire. En dehors du traditionnel défilé militaire qui a marqué les esprits, la présence de nombreuses familles au sommet de leur joie, il y a eu aussi ces nombreux groupes de danse qui ont donné du temps à une journée de réjouissance qui s'est terminée très tard dans les domiciles des promus.
C'était là l'installation des nouveaux responsables de la gendarmerie nationale dans la région du littoral au Cameroun. Poursuivons cette édition par cet atelier de lancement du projet de réduction de l'usage du mercure dans l'orpaillage au Mali qui s'est tenu ce lundi à Bamako. Ce projet qui vient d'être lancé s'étale sur une durée de 3 ans. Les détails avec Laurette M. Le Mali est le 3e producteur d'or en Afrique, avec une place importante réservée à l'orpaillage. Une production artisanale qui fait recours à l'usage du mercure, un produit chimique nuisible à la santé et à l'environnement. C'est dans le but de rationaliser l'utilisation du mercure que le projet a vu le jour. Le secteur de l'artisanat minier est le plus grand consommateur de mercure, soit près de 1400 tonnes par an à l'échelle mondiale. Notre pays, certes, n'échappe pas à la tentation de la propriété magique qu'offre le mercure d'amalgamer l'or afin d'augmenter la production. Ces pratiques affecteront sans doute la santé des orpailleurs et une pollution de leur environnement, incluant la chaîne alimentaire. Les délégués à cette rencontre sont venus des régions des Cailles, Kouloukoro et Sikasso. Ils planchent sur les activités de mise en œuvre du projet financé par certains partenaires comme l'ONIDI, l'Union européenne. Ce projet, en premier lieu, va procéder à des inventaires, non seulement du mercure qui est utilisé, la quantité de mercure utilisée, le nombre aussi d'orpailleurs en République du Mali. C'est chiffré présentement à 200 000, et ce qui est apparemment faux. Le projet va mettre en œuvre un plan d'action aussi, un plan d'action pour l'usage du mercure dans l'orpaillage. Il y aura aussi des activités de formation, n'est-ce pas, des orpailleurs. D'un coût total d'environ 948 millions de francs CFA, le projet a une durée de 3 ans. Initiée par la coalition citoyenne, la campagne d'assainissement de la ville de Conakry suit son cours avec la descente sur le terrain ce lundi du président guinéen, le professeur Alpha Condé. Plus de détails avec la RTG. À Conakry, c'est le sens de cette campagne d'assainissement lancée par la coalition citoyenne. Pour ce mouvement, l'assainissement de la ville n'est pas le devoir exclusif de l'État. Chaque citoyen a sa partition à jouer pour faire de Conakry une ville propre à l'image de certaines capitales de la sous-région. La coalition citoyenne a initié cette action avec les élus locaux et le gouverneur de la ville de Conakry afin de rendre la ville beaucoup plus propre, une ville plus propre. Quand la pluie commence, on connaît il y a tellement de maladies, surtout actuellement le choléra fait. Quand on enlève un militant de l'UFDG, devant un militant de l'UFR, devant un militant du RPG, on enlève la saleté qui concerne l'ensemble des Guinéens. L'état d'insalubrité de la capitale guinéenne reste un défi pour le gouvernement. Pourtant, la Guinée a été une source d'inspiration pour certains pays ouest-africains. On l'appelait alors perle de l'Afrique. On ne peut pas laisser les populations cohabiter avec une telle saleté. La ville de Conakry, qui était il y a encore quelques années une ville très propre, aujourd'hui c'est tellement la ville la plus sale de l'Afrique de l'Ouest. J'ai été au Burkina il y a une semaine. Là-bas, ils m'ont dit qu'ils sont venus en Guinée s'inspirer de l'expérience guinéenne. C'est gênant pour moi, c'était vraiment gênant pour moi de constater que cette ville est très propre aujourd'hui. Et là où ils ont pris l'expérience, nous sommes très sales. Tout simplement parce que d'abord il y a le civisme. Il est vrai que l'État fait ce qu'il peut. Et maintenant nous allons tout faire pour impliquer non seulement les communes, les quartiers, mais les populations. Parce que la propriété d'une ville dépend aussi du comportement des populations. Cette opération d'assainissement initiée par la coalition citoyenne bénéficie du soutien total du gouvernement, d'où la présence du président de la République sur l'un des chantiers de la capitale. Bain de foule et tout souriant, professeur Alpha Condé sera interrompu dans cette liesse populaire en découvrant cette montagne d'ordures sur la corniche sud à Mafanko. Surpris par cette réalité qui ne fait pas la fierté du pays, le président de la République annonce des mesures urgentes pour rendre Conakry propre. C'est inadmissible ce que je viens de dire au gouverneur. Nous avons pas déçu avec le gouverneur, les maires et les chefs de quartier. On va interdire qu'on jette des véhicules, des poubelles en pleine ville.
ou dans les fossés, ce qui amène trop. Et je donne une semaine au gouverneur, au maire et au préfet. Et je vais même faire le tour de toutes les communes. Quand je vois les déchets, je destitue le maire, je destitue le chef de quartier. Maintenant, il y en a marre. Ça, qui amène les maladies. Ne plus se contenter des rapports parfois tronqués, mais toucher du doigt les réalités, c'est la démarche qui a mené le président de la République à parcourir quelques kilomètres de Mafanko à Lansebougny pour échanger directement avec les populations à la base. Professeur Alpha Condé n'a pas manqué aussi de faire des gestes d'encouragement pour les personnes déployées dans cette opération d'assainissement qui prend fin jeudi prochain selon le calendrier de la coalition citoyenne qui tente de changer l'image de la capitale Conakry. Une action soutenue par le président de la République. Autre volet de cette édition, la première session ordinaire du comité sectoriel du dialogue social de l'année 2012 a débuté ce lundi à Cotonou au Bénin. À l'issue de cette rencontre, une série de propositions devrait voir le jour, suivant le reportage. La présente session ordinaire, la première de l'année 2012, du comité sectoriel de dialogue social du ministère des Travaux publics et des Transports intervient à un moment où nombre de problèmes secouent ce département ministériel. Elle sera donc principalement consacrée à l'évaluation des tâches prescrites aux différentes structures du ministère par le comité, à l'adoption du rapport de la deuxième session de l'année écoulée, à approuver et intégrer les nouvelles revendications, mais également à actualiser la plateforme revendicative du dit comité. Tout au long de cette journée, nous allons discuter des problèmes essentiels de notre secteur du développement, de notre secteur des travaux publics et des transports, pour permettre à la session de passer au tamis tous les problèmes sociaux qui minent notre département et aussi d'essayer de trouver des solutions pour aller de l'avant. Ce rendez-vous d'écoute mutuelle, d'anticipation et d'échange d'informations sur des questions d'intérêt commun liées à la politique économique et sociale du secteur des travaux publics et des transports est en réalité la 5e session ordinaire tenue depuis la création de ce creuset en mai 2010. C'est dire que cet organe de veille sociale, issu de la Commission nationale permanente de concertation et de négociations collectives, gouvernement central et confédération syndicale, grandit assurément en âge et en expérience, dira Lambert Coty. Il faut reconnaître au dialogue sa vertu. Et je crois que, s'agissant effectivement des problèmes réels qui pourraient se poser à toutes les revendications peut-être corporatives et également à toutes les revendications du secteur, que nous continuerons à rester sereins. Des discussions qui vont meubler les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette session sont attendues des propositions pertinentes pour le bon fonctionnement du ministère des Travaux publics et des Transports. Clôturons cette édition par la santé, surtout avec le rétinium gastrome, ce type de cancer de l'œil qui fait des ravages chez les enfants de moins d'1 an. La seule façon de sauver d'ailleurs la vie de l'enfant présentant ce genre de maladie est le diagnostic précoce. Les détails avec l'ORTM. Une tache blanche dans la partie noire de l'œil de votre enfant est la nouvelle. Cette tache peut désigner d'autres types de pathologies, mais dans la plupart des cas, elle est preuve d'un rétinoblastome évolutif. Le rétinoblastome est un cancer de la rétine chez l'enfant de moins de 5 ans. Les statistiques évoquent un cas de ce type de cancer sur 18 000 naissances dans le monde et notre pays n'est pas épargné. Au sein de l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU Gabriel Touré, à peu près, nous avons 30 à 40 nouveaux cas par an, n'est-ce pas? Et surtout, c'est des formes très avancées de la maladie, ce qui n'est pas normal. Les signes de ce cancer rétinien sont perceptibles très tôt chez le nourrisson. Déjà, très précocement, on voit que l'œil dévie, c'est-à-dire il y a un strabisme. Ça veut dire que l'œil, la partie noire de l'œil est déviée soit vers l'extérieur, donc ça fait un strabisme divergent, où l'œil va dévier vers l'intérieur, un strabisme convergent. Et dans ce cas, le strabisme peut être soit sur un œil, si la maladie pousse sur un seul œil, ou bien la déviation des yeux se voit au niveau des 2 yeux. Dans l'évolution, la tumeur va grossir sur la rétine. Et là, la particularité du rétinoblastome, c'est que ça donne une tache blanche
dans la partie centrale de l'œil, c'est-à-dire le centre du noir, vous allez commencer à voir un reflet blanc. Au tout début, le reflet n'est pas permanent. Il y a certains parents qui vont le constater intermittemment, c'est-à-dire dans certaines positions de l'œil, ils peuvent voir le reflet, mais après ça disparaît. Et plus tard, le reflet devient permanent. Et l'enfant va avoir la tache blanche permanemment sur l'œil. Et si on ne fait toujours rien, comme c'est un cancer, donc ça évolue, eh bien, l'œil va commencer à grossir et à sortir de l'orbite. Et à la longue, l'œil va complètement être éjecté de l'orbite. Les causes du rétinoblastome ne sont pas très bien connues, mais on estime qu'il peut avoir une cause héréditaire, infectieuse ou spontanée. Au Mali, principalement 2 structures s'occupent de la prise en charge de ce type de cancer, l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Gabriel Touré et l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique, IOTA. En ophtalmologie, nous, ce qu'on fait, c'est que quand les malades viennent très tôt, c'est-à-dire quand l'œil louche, ou bien quand il y a juste la petite tache blanche sur l'œil, ça c'est des cas où on peut guérir. Quand l'enfant se présente précocement, ici actuellement à l'IOTA, on fait une énucléation, c'est-à-dire on enlève l'œil. Mais sinon, dans les pays développés, il y a des traitements conservateurs qui font qu'on peut aussi bien détruire la maladie et garder l'œil. Donc il y a des taux de survie qui avoisinent les 98% lorsque le plateau technique le permet et que le diagnostic est fait très précocement. Mais à des stades évolués, c'est-à-dire quand c'est l'exophthalmie majeure, la tumeur, elle va évoluer dans l'œil pendant un long moment. Mais à partir d'un certain temps, la tumeur ne reste plus dans l'œil. C'est comme tous les cancers, ils aiment aller dans d'autres organes. Et bien, ce cas aussi, la tumeur va se propager dans les organes environnants, c'est-à-dire l'orbite, et finalement, passer le cap de l'orbite, la tumeur peut aller se localiser au niveau du cerveau. Et si c'est le cas, malheureusement, c'est un stade où la médecine est impuissante. Ces patients, souvent ils sont référés au l'IOTA en fait. Les patients reçus au stade précoce, n'est-ce pas? Alors nous faisons ce qu'on appelle les bilans d'extension. Après, nous adressons le patient à l'ophtalmologie pour l'énucléation, n'est-ce pas? On enlève l'œil, n'est-ce pas? Après, on envoie l'œil à l'histologie, à l'anatomopathologie. En fonction de ça, n'est-ce pas, nous déterminons quel type de traitement de chimiothérapie l'enfant va recevoir en post-opératoire. Dans cette prise en charge, le service d'anatomopathologie a son rôle à jouer, de même que le service d'imagerie médicale, précisément avec le scanner. C'est à travers ce scanner qu'on s'est fait une idée du volume de la tumeur et de l'extension de la tumeur. Cette tumeur, elle est d'abord dans l'œil, ça peut aller dans l'orbite, ça peut atteindre les nerfs optiques, ça c'est dans les cadres oculaires, mais ça peut aller aussi au-delà pour avoir une localisation au niveau cérébral. Ou même, c'est dans ces cas que l'imagerie intervient pour apprécier le volume tumoral au début et en cours de traitement, on fait aussi un scanner pour apprécier la régression tumorale. Le diagnostic est très important, une mise en charge du rétinoblastome, mais la partie arrive avec un rétinoblastome, l'œil est déjà projeté en dehors de lui. L'organisation de prise en charge évolue positivement. Un projet de l'Alliance mondiale contre le cancer et de ses partenaires maliens est en cours d'exécution. Il vise à faciliter le diagnostic et la prise en charge de la maladie, ce qui passera forcément par une sensibilisation des praticiens et des populations. Voilà, c'est sur cette page santé que prend fin cette édition d'Info Afrique. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, de documentaires et de débats, restez sur Afrique Média.